Alors, imaginez un peu. Créer une nouvelle rivière, comme ça, en plein milieu du désert. Ça sonne complètement fou, non? Eh bien, pas en Égypte. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire incroyable du projet Toshka. C'est l'histoire d'un rêve qui a mis des décennies, vraiment des décennies, à sortir du sable pour enfin devenir une réalité. Alors, voilà comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va commencer par la fin, par le miracle. Ensuite, on va revenir en arrière et plonger dans 25 ans de galère, de doutes, d'échecs. Oui, 25 ans. Après ça, on verra comment les ingénieurs ont réussi à dompter la nature, puis on regardera les résultats, le concret, ce que ça a changé. Et enfin, on essaiera de comprendre pourquoi ce projet, c'est bien plus qu'une simple histoire de canaux. Allez, c'est parti. Et comme promis, on commence par le plus spectaculaire, le résultat final. La question de base, elle est simple mais vertigineuse. Est-ce que c'est vraiment possible de construire une rivière au milieu de nulle part, là où il n'y a que du sable? On dirait le début d'un film de science-fiction, hein? Et pourtant, la réponse est oui. Un grand oui. Il suffit de regarder les images satellites récentes du sud de l'Égypte. Ce n'est pas un mirage, c'est bien réel. Là où il y a peu, il n'y avait que du sable à perte de vue, on voit maintenant tout un réseau de rivières. C'est incroyable, des taches de verre qui apparaissent en plein désert. Bon, ce succès qu'on voit aujourd'hui, il a un goût particulier. Parce qu'il cache un passé vraiment, vraiment compliqué. Avant de devenir cette fierté nationale, le projet Toshka, ça a été pendant 25 ans un véritable fiasco. Un symbole d'échec en fait. Cette chronologie, elle parle d'elle-même. Le projet est lancé en 1997 avec de grandes ambitions. Et puis, plus rien, ou presque. Il reste au point mort jusqu'en 2020. Un quart de siècle de blocage. Et c'est seulement à partir de 2021 que tout a redémarré, mais cette fois pour de bon. Mais alors, pourquoi un tel blocage? Qu'est-ce qui a pu foirer à ce point? Eh bien, les obstacles étaient, titaniques. On parle d'un sol pas du tout adapté, rempli de roches, de dunes de sable, et surtout, le gros morceau, une montagne de granit. Un vrai mur naturel qui barrait la route à l'eau. Forcément, face à un tel désastre annoncé, les investisseurs ont dit « ciao » et se sont retirés. Le projet était tout simplement laissé à l'abandon, condamné. Et c'est là que ça devient fascinant. Comment est-ce qu'on passe d'un projet condamné à une réussite? C'est la partie comeback, le moment où l'ingénierie s'est mesurée, frontalement, aux forces de la nature. Il y avait 3 défis principaux, 3 montagnes à franchir, au sens propre comme au figuré. Et honnêtement, un seul de ces défis aurait suffi à enterrer le projet pour de bon. On avait la montagne de granit, le terrain complètement inégal et l'isolement total du site. Le premier obstacle, ce n'était pas une image. C'était littéralement une montagne, une barrière de granit longue de 9 km. Imaginez 9 km de roches pures qui se dressent pile sur le tracé prévu pour le canal. Alors la solution, la manière forte. Mais une manière forte très calculée. On a utilisé des milliers de tonnes d'explosifs pour tout simplement se frayer un passage à travers cette muraille naturelle. Et pour bien comprendre ce que ça représente en Égypte, cet événement a été comparé à quelque chose de très fort, la destruction de la ligne Bar-Lev, cette fameuse ligne de fortification qu'on pensait imprenable pendant la guerre de 1973. C'est dire si le fait de faire sauter cette montagne a été perçu comme une victoire historique, un symbole ultra puissant. Le deuxième gros défi, c'était le terrain lui-même. C'est une loi de la physique toute simple. L'eau, ça ne monte pas les côtes. Or, là-bas, il y avait des dénivelés allant jusqu'à 40 mètres. Des terres plus hautes que la source d'eau. La solution a donc été purement technologique. Construire des stations de pompage absolument gigantesques, télécommandées, pour littéralement soulever l'eau et l'amener là où elle ne pouvait pas aller toute seule. Et enfin, le troisième problème, l'isolement. C'est bien beau de créer un paradis agricole, mais s'il est coupé du monde, à quoi ça sert? Impossible d'exporter les récoltes, difficile d'y faire venir des gens. La solution a été, là encore, à la hauteur du défi, un autre projet pharaonique, la construction d'un train électrique à grande vitesse pour connecter Toshka au reste du pays. Ok, on a vu les galères, on a vu les solutions spectaculaires. Mais concrètement, ça a donné quoi? Quels sont les résultats de tous ces efforts? C'est le moment de faire les comptes. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. On ne parle pas d'un petit canal, non, c'est tout un réseau de 385 km de nouvelles voies d'eau qui a été créé. Pour se faire une idée, la fameuse branche 4, celle qui passe à travers la montagne qu'on a fait sauter, elle mesure 57 km à elle toute seule. Mais le chiffre qui change tout, le voilà. 600 000 fédans. 600 000 fédans de nouvelles terres agricoles. Pour qu'on se représente bien, ça fait à peu près 2500 km², c'est juste énorme. C'est une surface gigantesque qui devient cultivable, ce qui est absolument crucial pour la sécurité alimentaire du pays.
Et toute cette eau, d'où vient-elle? D'une artère principale, le canal Sheikh Zayed. C'est lui le cœur du projet. Il amène 5,5 milliards de mètres cubes d'eau par an. 5,5 milliards. C'est un volume d'eau pharaonique. Le mot est faible. Et ce qui rend cette histoire encore plus forte, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'une seule grosse boîte étrangère, non, c'est une mobilisation nationale, 162 entreprises égyptiennes qui ont bossé ensemble, main dans la main, sous la supervision de l'autorité d'ingénierie des forces armées. Une vraie démonstration de force collective. Pour finir, il faut bien comprendre que Toshka, aujourd'hui, c'est devenu bien plus qu'un simple projet d'agriculture ou de BTP. C'est un symbole. Il y a cette citation qui résume tout parfaitement. L'échec ne résidait pas dans le choix ou la planification, mais dans l'incapacité passée à exécuter. Autrement dit, l'idée de base, le rêve, il était bon. Ce qui a manqué pendant 25 ans, c'était la capacité, la technologie et surtout la volonté d'aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le projet Toshka, c'est devenu une véritable vitrine, la preuve par l'exemple de ce qu'il est possible d'accomplir. C'est un pilier du développement durable et un témoignage, vraiment, de la capacité du pays à mener à bien des projets monumentaux. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. Après 25 ans de quasi-abandon, que faut-il pour transformer un rêve jugé impossible en une réalité bien concrète? L'histoire de Toshka, elle nous montre bien qu'une belle vision, ça ne suffit pas. Il faut aussi une persévérance de dingue, une innovation constante et, par-dessus tout, une volonté collective en béton armé. C'est ce qui permet de transformer un mirage en une réalité qu'on peut même observer depuis l'espace.